Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce lieu que certains connaissent mais beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, c'est la recyclerie. C'est une ancienne gare de la Petite Ceinture, vous devez le savoir. Et ce lieu nous a particulièrement inspirés. Il vise à sensibiliser le public aux valeurs éco-responsables de façon ludique et positive. C'est ce qui nous a inspirés parce qu'en fait on a vraiment envie ce soir que cet échange soit vraiment placé sous l'angle du positif. Voilà. Alors, c'est la deuxième soirée Green Angel que nous organisons. Et toute l'équipe, donc Réseau 137 qui est là, avec notre caméraman, est vraiment heureuse de vous accueillir pour cette deuxième soirée. La première édition avait eu lieu l'année dernière à la Fondation Good Planet. Et nous renouvelons cette jolie expérience d'échange avec vous tous. Alors, Green Angel, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, il y en a un certain nombre dans la salle qui sont des Green Angels. Green Angel, c'est la communauté d'experts dédiés à la RSE, à la transition écologique et au développement durable que nous avons construit chez Réseau 137 pour accompagner et aider nos clients à transformer leurs organisations vers des modèles durables. Donc, majoritairement des managers de transition, bien sûr, et qui ont rejoint cette communauté. Et nous nous retrouvons régulièrement dans des ateliers. Voilà. Et pour aujourd'hui revenir un peu sur notre chemin depuis l'année dernière, nous étions retrouvés pour discuter ensemble sur Réécrivons le futur. Et ce soir, j'ai envie de vous ramener au présent et de mettre l'humain au cœur, ici et maintenant. Voilà. Et se dire finalement, oui, il y a une prise de conscience qui se fait sur cette nécessité d'aller vers la transformation des organisations, des enjeux du développement durable. Il y a une vraie prise de conscience. Pour autant, le sujet maintenant, c'est vraiment le passage à l'action. Je pense que vous serez tous d'accord pour le dire ce soir. Et les maîtres mots qui animent notre communauté chez Green Angel, c'est vraiment l'action, la transmission. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu réunir ce soir vraiment des grands témoins qui vont venir nous partager leurs réalisations en matière de management responsable et de développement durable. Donc aujourd'hui, ce soir, donc malgré l'idée, c'est de se dire le management responsable finalement, c'est quoi ? C'est plutôt le comment par rapport au quoi. Le quoi, ce sont les connaissances qui vont permettre de mener ces transitions durables. Et le comment, c'est vraiment les pratiques managériales qui vont être appropriées pour transformer, engendrer ces changements systémiques dans les organisations. La question n'est pas si simple. Et la notion même de manager responsable demeure en pleine mutation. On va y revenir. Et exige de chacun d'entre nous une transformation permanente. Donc c'est dans ce contexte que nous avons souhaité réunir ces 5 personnes, nos 5 grands témoins que je vais vous présenter. Et notre ambition, c'est vraiment de partager avec vous ce soir leur point de vue, vous donner un éclairage qui va être peut-être synthétique, mais essentiel pour permettre de nourrir notre réflexion et surtout, nous l'espérons, orienter positivement nos modes de management et de leadership. Alors, quel rôle vont jouer les dirigeants et les managers dans les entreprises pour soutenir ce passage à l'action ? Et quel leadership responsable permettra de construire des modèles durables ? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre ce soir. Et pour cela, donc, j'ai la joie ce soir d'accueillir donc, Céline Crestin, qui est responsable de la stratégie du développement responsable de Paris La Défense. Céline va faire écho Caroline Schild. Alors, on a voulu un peu confronter des ancrages territoriaux très différents, puisque Caroline est la directrice du développement durable de l'entreprise Picotti, qui est une entreprise familiale centenaire qui est spécialisée dans la distribution d'énergie et qui est localisée, basée dans la Creuse, avec un vrai ancrage territorial et des actions très innovantes. Et pour faire écho à ces 2 grands témoins d'entreprise, nous avons aussi la femme de la finance, Audrey de Garidel, qui est donc responsable de la stratégie et de l'innovation durable chez BNP Paribas Corporate Investment Banking. Audrey, tu as un rôle très important au sein de la communauté MR21 des managers responsables que tu
à laquelle tu as participé dès l'origine depuis 2016. Et tu vas nous illustrer beaucoup de choses au travers de ce référentiel que vous avez construit sur le manager responsable. Arnaud, tu ne m'en veux pas, tu seras le dernier. je vous présente aussi Stérène Leroux. Stérène, je t'ai rencontré, Stérène, quand tu venais de quitter un grand groupe pétrolier du CAC 40 à Paris La Défense, pour rejoindre en fait l'année dernière la Convention des entreprises pour le climat, à laquelle tu fais partie ou tu œuvres en tant que secrétaire général. Et tu as participé à la première édition de la Convention des entreprises pour le climat, qui a réuni plus de 150 entreprises. Bienvenue aussi à toi, Stérène. Je pense que tu auras beaucoup de choses à nous raconter sur ce que tu as pu observer déjà sur cette première. Il y a eu une deuxième session aussi sur les entreprises de conseil, on en reparlera. Et donc, l'homme de la tribune, on va l'applaudir bien fort, Arnaud Herman, donc, qui est cofondateur d'Ecolearn. Pour ceux qui ne connaissent pas Ecolearn, c'est l'organisme de formation professionnelle dédié au développement durable et à la RSE. Et c'est aussi Arnaud nous a fait l'honneur d'être le parrain de Green Angel depuis la création l'année dernière de notre communauté. Voilà, je vous ai présenté nos invités. Et ce que je vous propose, on a vraiment à cœur ce soir que cet échange soit interactif avec vous tous. Et pour démarrer les discussions, je vais vous poser une question à tous. Et un micro va circuler dans la salle. La première question que j'ai envie de vous poser, finalement, pour vous, c'est quoi un leader responsable ? Alors, Franck, prends la parole. Oui, pour moi, ça serait quelqu'un qui prend en compte dans chacune de ses décisions la dimension économique, environnementale et sociale, dans le sens engagement, partie prenante. Voilà. S'il prend tout ça en compte, à mon avis, il est un peu responsable. Voilà. Merci Franck. Qui veut rebondir sur... Vous pouvez aussi... On va chercher le public un peu là. Chauffe la salle. Ah, non. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je crois que c'est une autre façon de voir la responsabilité, c'est-à-dire de ne pas l'arrêter quelque part, mais de la considérer comme à la fois plus diluée et plus globale, et puis pas forcément liée ni à un niveau hiérarchique, ni à une entité en fait. Donc c'est se considérer comme une partie d'un tout. Merci beaucoup. Didier. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je rajouterai une couche, c'est le côté de ne pas avoir peur, quoi. C'est-à-dire prêt à sacrifier sa carrière ou un rôle plus tard dans une société, parce que pour être vraiment responsable de nos jours, ça reste encore risqué. Donc il y a un côté une partie de courage, en fait. Courage. Oui, et puis pour compléter, parce que sur les décisions, on est 100% en ligne, mais c'est aussi celui qui embarque les équipes dans cette direction-là. Bien. D'autres suggestions ? J'ai vu Mireille, tu levais la main ? Non ? Je crois qu'il y a aussi une dimension cœur, corps, esprit. C'est quelqu'un qui incarne vraiment aussi la durabilité, la responsabilité, qu'il est aussi exemplaire en fait, cette personne. Et effectivement, qui sait faire confiance et qui donne suffisamment d'autonomie, un peu de direction, mais qui n'est pas que dans le top-down, mélange de top-down, bottom-up. Bon. Beaucoup de choses à dire. Je pense aussi, surtout, qu'il ait fait le travail lui-même déjà. C'est-à-dire c'est simple d'être persuadé, mais il faut le vivre d'une certaine manière, avec soi-même, avec son entourage et donc dans l'entreprise. Merci. Nathalie ? Moi, j'ajouterais aussi la question de la vision long terme. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de visualiser des résultats à court terme, mais qui a une vision beaucoup plus lointaine. Bien. Plus de mains qui se lèvent.
Alors, pour illustrer notre propos, vous avez dû tous recevoir, en tout cas ceux qui s'étaient inscrits avant jeudi dernier, le référentiel du manager responsable qui a été élaboré par la communauté MR21. Et je vais donc, dans un premier temps, donner la parole à Audrey. Audrey, est-ce que tu peux nous décrypter ce référentiel et nous expliquer en quoi il fait vraiment la différence avec la vision traditionnelle du rôle d'un manager? Merci Sylvie. En fait, vous avez globalement répondu à la question, donc mon propos sera peut-être plus court et liminaire que ce qui était prévu. Effectivement, le point de départ en fait, de ce groupe de travail auquel Mireille a contribué également, parce qu'un manager de transition peut être aussi un manager responsable, c'était en fait de se dire qu'on parlait beaucoup de responsabilité aujourd'hui dans le monde économique, dans la prise de décision. La stratégie RSE était évidemment impliquée à tous les niveaux. On parlait peut-être une petite question d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu avant ce soir le terme management responsable? Voilà, donc effectivement, on parlait beaucoup de marketing responsable, de communication responsable, mais finalement, qu'est-ce qu'un leader ou un manager responsable? Et donc, on a essayé, en fait, comme tu le disais, de voir pas seulement le comment, enfin, pas seulement le quoi, mais aussi le comment. Quelle pratique managériale, en fait, mettre en œuvre entre effectivement ce qu'on va dire être un leader ou un manager général, mais un manager vraiment responsable, qu'on peut aussi qualifier de durable, selon effectivement les terminologies. On a essayé en fait d'identifier finalement 8 niveaux clés qui sont 8 niveaux dans lesquels on se dit que chaque personne, dans le cas de son entreprise, qu'il soit manager finalement ou en direction, doivent poser ses bases. Vous en avez cité un certain nombre, et parmi ceux-ci, à chaque fois, on essaie de se dire, ok, il faut partir d'un point de départ, c'est quelle est la connaissance sur l'entreprise, sur le secteur, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme savoir, enfin comme conscience, hein, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme savoir-faire et comme savoir-être, comme soft skills qu'il faudrait avoir et où travailler, et en savoir-être, en connaissance et en savoir-faire, en connaissance pure. On en a identifié 8, donc je vous laisserai rentrer dans les détails du guide qui est disponible sur le site internet dans sa globalité, parce qu'il y a parfois des résumés sur une page, mais en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est de rentrer dans le détail, parce que du coup, à chaque fois, pour chacune de ces niveaux et clés de lecture, vous avez en fait notamment les soft skills qui sont attachés. Je dirais que dans les 8 clés, il y en a 2 qui sont propres au management classique. C'est tenir le cap, c'est-à-dire aujourd'hui on navigue en incertitude, donc tenir le cap, ça effectivement c'est le cas de tout dirigeant. Le deuxième qui est commun en fait, c'est faire preuve d'exemplarité. Donc qui est effectivement dans tout type de management, mais qui est encore plus fort, je dirais, quand on est un manager responsable ou quand on est dans des enjeux de développement durable, parce qu'à ce moment-là, on est en dissonance si on n'est pas en exemplarité. Et donc on retiendra d'autant plus le manque d'exemplarité de quelqu'un qui promeut des valeurs durables, et donc on est d'autant plus attendu, je dirais, sur cette thématique-là. Et sur les autres clés, qui sont effectivement de tenir compte de la responsabilité élargie, c'est-à-dire par exemple d'avoir l'impact, de se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir dans toutes les parties prenantes, et pas simplement interne, donc d'agir en fait par rapport à ça. Un des deuxièmes clés, c'est effectivement de permettre cette conduite du changement, et donc pour avoir cette prise de connaissance de conduite du changement, il faut effectivement être un peu outillé, savoir embarquer, fédérer, vous en avez parlé tout à l'heure. Et les 2 autres points qui sont peut-être plus liés vraiment au développement durable, c'est comment est-ce qu'on adopte un mode de gouvernance ouvert. Et c'est vrai que c'est la collaboration qui n'est pas forcément évidente. Par exemple, collaborer avec ses concurrents, collaborer avec ses pairs, nécessite un certain nombre de soft skills également. Et le dernier étant d'agir dans sa zone d'influence, parce qu'effectivement le développement durable aujourd'hui est intégré, enfin en tout cas le sujet du développement durable maintenant n'est plus traité séparément, mais pour avoir la prise de décision au niveau financier, au niveau de la direction générale, il faut aussi trouver des alliés, il faut savoir s'entourer, et il faut savoir ensuite diffuser cette connaissance en tous les collaborateurs pour pouvoir les engager, pour qu'eux-mêmes puissent agir. Et on connaît aussi des collectifs de salariés. On avait fait un rapport l'année dernière sur le sujet. Et c'est aussi de trouver en interne des points de levier. Donc voilà, le manager responsable, comme vous l'avez dit, il a toutes ses qualités potentiellement, et en tout cas surtout de l'introspection et de l'humilité, parce qu'il sait qu'on est tous en chemin. Merci Audrey. Alors moi j'ai une question pour vous 5. Dans vos écosystèmes respectifs, dans vos rôles qui sont somme toute différents, certains en comité de direction, d'autres
dans des collectifs. Quel type de leadership nouveau vous voyez émerger dans vos écosystèmes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous observez par rapport à ces types de leadership nouveaux? Moi, je peux apporter le témoignage de la Convention des entreprises pour le climat, puisque moi, je suis passée d'un grand groupe très pyramidal du CAC 40 à une association loi 1901, donc j'ai fait le grand écart. Et j'ai découvert donc toutes les façons de travailler de l'économie sociale et solidaire, la gouvernance ouverte dont tu parlais, Audrey, et le leadership. Et là, dans les parcours de la Convention des entreprises pour le climat, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille avec les dirigeants. Je ne sais pas si vous connaissez la Convention des entreprises pour le climat, mais en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des parcours qui ont lieu sur 10 mois, avec 6 sessions de 2 jours à peu près, qui embarquent des binômes de dirigeants d'entreprise qui les challenge sur leur feuille de route pour faire basculer la mission de l'association et de rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative. Donc c'est hyper ambitieux. Et pour ça, la clé, c'est vraiment les capacités de leadership du dirigeant, du binôme de dirigeants. Et c'est cette bascule-là qu'on cherche à avoir dans les parcours. Et moi, je le vois du coup, l'association est encore récente, mais on commence à avoir quelques parcours à notre actif, tant au niveau national qu'en région. Et la transformation personnelle des dirigeants tout du long du parcours est vraiment marquante et porteuse d'espoir. Et c'est vraiment, on pourra détailler après sur le leadership, mais vous l'avez dit et tu l'as bien expliqué, Audrey, toutes les qualités à avoir, les qualités idéales, on va dire, d'un manager responsable. Mais la mise en pratique, l'incarnation de ça demande vraiment une transformation personnelle. Et donc, c'est vraiment ce que recherche la Convention des entreprises pour le climat dans ces parcours qu'on appelle apprenants agissants. Dans la série des grandes transformations aussi, moi je suis passée de chez EDF à une entreprise familiale qui en plus est ma famille. Donc d'un management très corporate, pyramidal, mais en mode start-up. C'était une filiale dans le solaire il y a 12 ans déjà. Et puis j'ai décidé, je ne sais pas ce qui m'a pris, de repasser aux fossiles pour les ramener aux énergies renouvelables, les ramener à la raison. Il y a 2 ans de ça. Donc je m'occupe donc de la transition et du développement durable. Et les managers que j'ai autour de moi, ce qui est super chouette, c'est que je trouve qu'il y a une certaine adhésion, et je pense que c'est l'entreprise familiale qui crée ça. Il y a une vraie adhésion à l'ADN. Voilà, l'entreprise a fêté ses 100 ans l'année dernière, c'est mon arrière-grand-père qui l'a créé. Et on sent, il y a des 40 ans d'ancienneté, on sent un véritable attachement qui crée beaucoup d'engagement, qui est une des qualités du management, du manager responsable, je trouve. D'authenticité, de sincérité, pas trop de courage. Et j'essaye de l'initier parce que voilà, le mode de gouvernance assez omnipotent ne l'a pas favorisé, mais c'est un des changements que j'essaye d'initier. Mais ouais, voilà, j'ai observé ça, de passer d'un gros groupe à une entreprise familiale qui est quand même plutôt importante, 1300 collaborateurs chez Picotti, que vous connaissez peut-être plutôt sous la marque des stations-service Avia sur le bord des routes. Voilà, donc en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer. Merci, Caroline. Alors, je partage tout ce qui a été dit. Ça fait une longue liste de qualités et donc beaucoup d'humilité, j'ai retenu aussi. Je dirais qu'en ce moment, et je le dis du point de vue d'un établissement public d'aménagement qui s'occupe du quartier d'affaires de la Défense, mais pas que, c'est un secteur qui est très concerné, géographique, qui est très concerné par le secteur immobilier, qui
admet enfin qu'il est en crise, d'incertitudes économiques, d'augmenter des taux, etc., qui créent beaucoup d'incertitudes. Et je dirais que il faut savoir se projeter, mais aussi accepter cette incertitude et peut-être éviter de s'arc-bouter sur des pratiques antérieures, des crises à la défense, on en a connu de nombreuses. C'est toujours par les mêmes éléments d'interventionnisme qu'on s'en est sorti. Aujourd'hui, on fait le constat à l'établissement, mais aussi les entreprises ou les acteurs de l'immobilier présents, que ça ne va pas fonctionner de la même façon et que du coup, on ne sait pas comment le modèle économique va se reformer, qu'il va y avoir plein de choses à transformer et qu'on sait ce que... de quelle façon notamment les acteurs de l'immobilier ont bénéficié d'une manne économique très florissante sur les 10 dernières années de taux extrêmement bas, anormalement bas, et que demain va être différent, qu'il va falloir faire des investissements. Donc je dirais garder le cap pour rebondir sur une des qualités, mais savoir accepter le fait qu'on ne peut pas tout maîtriser. Ça suscite de la créativité, ça suscite de la collaboration, parce que dans cet environnement-là, on sait bien que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc je trouve que cette dimension que vous avez dite aussi dans les qualités de savoir coopérer avec ses pairs ou ses concurrents, la période est plutôt propice et c'est quelque chose qui se cultive ou s'apprend et dont on voit particulièrement les bénéfices sur le quartier d'affaires en ce moment. Je voulais rajouter ça. Super, merci. Arnaud. Ouais, alors, je vais me permettre de répondre à une question qui était la première que tu avais posée. Et comme je suis un peu le prof de la bande, j'ai toujours un peu d'étrangeté à le reconnaître, mais je vais me permettre de faire une réponse un peu plus théorique, mais c'est un peu ma réflexion du moment, mais qui, je trouve, permet de synthétiser un peu tout ce qui a été dit, que je partage complètement. Si je devais dire aujourd'hui, maintenant, ce qui est pour moi un leader responsable, aujourd'hui, je dirais que c'est un acteur politique. Ah. Alors, je vais développer. Parce que dit comme ça, c'est pas forcément évident. Pourquoi un acteur politique ? On attend quoi d'un leader responsable ? On attend qu'il porte un projet de responsabilité. Aujourd'hui, une entreprise qui veut être responsable, c'est une entreprise qui doit se réconcilier avec ses prérogatives, ses préoccupations sociales et environnementales. Donc on parle des limites planétaires, on parle des impératifs sociaux. Et une autre façon de le restituer, de l'évoquer, c'est de se dire que ce responsable politique, il doit réconcilier, trouver un compromis entre les intérêts représentés par l'entreprise, qui sont les intérêts particuliers de l'actionnaire, de l'employé, du client, enfin vous les mettez après dans l'ordre que vous voulez, et la reconnaissance des impératifs socio-environnementaux qui désormais font leur entrée de façon assez fracassante dans le fonctionnement des entreprises, parce que voilà, c'est la manifestation du changement climatique, des impératifs sociaux, etc., fait que, dans une certaine mesure, l'intérêt général s'invite à l'ordre du jour des instances décisionnelles de l'entreprise. Et donc, exprimé comme ça, on prend conscience que le dirigeant d'entreprise, que vous êtes, je pense tous, va devoir intégrer une façon de fonctionner où il devra à la fois défendre l'intérêt particulier de ce qu'il a toujours fait depuis toujours, mais prendre en considération l'intérêt général, puisqu'on ne pourra plus faire l'autruche et simplement chasser d'un revers de la main ces impératifs socio-économiques, écologiques, puisque de toute façon, ils rentreront par la fenêtre si on les chasse par la porte. Et donc, à partir du moment où on a défini cet impératif de réconcilier intérêt général et intérêt particulier, on décrit sémantiquement le rôle politique de l'entrepreneur, c'est-à-dire au sens noble du terme, au sens premier du terme, qui est l'acteur de la cité et qui doit apporter une contribution positive à la société qui l'entoure. Et donc, alors, on peut débattre, vous pouvez ne pas être d'accord, mais à partir du moment où on reconnaît cette nouvelle posture, cette nouvelle attitude, on s'aperçoit que c'est à la fois des éléments qu'on peut reproduire et accompagner des savoir-faire qu'on a développé par le passé de la part des dirigeants, et notamment tout le volet défense de l'intérêt particulier, et accessoirement l'efficacité qu'apportent les entreprises. Je trouve que ça, c'est un critère extrêmement important. Mais en revanche, il va falloir s'ouvrir à la sphère publique, et donc jouer ce rôle d'ouverture à l'extérieur. Et je trouve que c'est une façon qui permet de reprendre beaucoup des termes que j'ai entendus, donc la projection long terme. Il va falloir être en mesure de se projeter sur des horizons de temps qui dépassent les intérêts immédiats financiers court terme.
Il va falloir être en mesure d'être beaucoup plus ouvert et en interaction avec l'extérieur, quel que soit cet extérieur, immédiat, local, environnemental, toutes les parties prenantes. Il va falloir faire œuvre de coopération parce que ces sujets-là ne peuvent pas être résolus individuellement. Et ça renvoie à des particularités, des caractéristiques individuelles qui sont celles qu'on a entendues finalement. Le courage, l'exemplarité, alors qui ne sont pas forcément, ça c'est une tactique personnelle, celle qu'on retrouve aujourd'hui dans la classe politique malheureusement, mais ce serait celle qu'il faudrait trouver dans la classe politique de dirigeants qu'on pourrait attendre à l'avenir. C'est incroyable que tu parles de ça parce que moi, je me suis complètement fait surprendre par cet aspect-là de ma mission. Je l'avais absolument pas mesuré. Je n'aime pas la politique. En tout cas, je croyais que je n'aimais pas la politique. En tout cas, je n'y croyais pas beaucoup, en tout cas, sur le fait que les politiques nous sortiraient de là. Et convaincue du fait que le monde dans l'entreprise avait sa carte à jouer, je me suis aussi engagée à la Convention des entreprises pour le climat il y a 2 ans. Mais pour rebondir sur ton propos, vraiment, à partir du moment où vous êtes investi d'une mission, et moi je me sens réellement investi de quelque chose qui me dépasse un peu, à partir du moment où vous avez pris le temps de comprendre les enjeux, effectivement l'intérêt commun s'invite à la table. Et dès lors que finalement je suis beaucoup plus en représentation que ce que j'imaginais au départ, pour convaincre, parfois je me surprends, je me regarde, je me dis mais tu fais campagne en fait. Et pour aller chercher l'adhésion embarquée, ça a été dit tout à l'heure, embarquée, fédérée, finalement, j'ai parfois l'impression effectivement d'être dans un embarqué en croisade un peu et avec une mission quasi politique, mais l'aspect littéraire du terme sur représenter, convaincre, argumenter, embarquer. Voilà. Et moi, je peux témoigner. C'est une grande découverte. Voilà. Là-dessus, pour rebondir sur ton propos, du coup, je ne sais pas si tu as lu le bouquin de Marion Darrieutor sur les leaders pop. Ce qu'elle appelle un leader pop, c'est un leader donc populaire, ouvert et politique. Et effectivement, c'est une dimension super importante parce qu'une des clés pour faire face à ce monde qui change et en polycrise permanente, c'est d'être ouvert aux autres, l'humilité, tu l'as dit, et la coopération. Et du coup, il y a des postures ça se travaille, hein, ça, quand c'est pas naturellement acquis. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de transformation personnelle et transformation intérieure. À la CEC, on table sur beaucoup de pédagogie, tête, cœur, corps, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les pédagogies, la théorie U, l'écoute d'Otto Scharmer, donc les 4 niveaux d'écoute, donc beaucoup d'empathie. Et là, j'en viens aussi aux 3 caractéristiques identifiées par la Heart Leadership University, donc c'est Hélène Le Thénault, qui, elle, en guise de 3 caractéristiques, mais qui font un petit peu miroir au leader pop dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'empathie, l'intuition, donc développer son sens de l'intuition, et le courage. Et donc le courage, c'est aussi courage politique, courage de porter ses opinions. Donc pour ça, il faut un ancrage fort, un alignement fort, parce que sinon, on n'y arrive pas dans le temps. Donc voilà, ça ne s'acquiert pas d'un coup de baguette magique. En fait, le courage, ça se travaille aussi. Et nous, enfin, à la Convention des entreprises pour le climat, quand les dirigeants sortent du parcours, notre objectif, c'est d'en faire des militants, en fait. C'est effectivement d'aller chercher la cause qui nous dépasse tous, en fait, qui est notre avenir à tous. Donc voilà, donc il y a une dimension vraiment supra pour réussir à avoir ce leadership très, très incarné. Et si je peux faire un effet miroir de ces nouvelles missions ou de ce nouveau rôle pour les chefs d'entreprise,
tout en n'étant pas élue moi-même, mais étant dans un établissement public dont le conseil d'administration est des élus, ça amène à faire bouger les délimitations un peu historiques du rôle du politique au sens de l'homme politique qui est élu au suffrage universel et du rôle des entreprises, avec la permanence de l'intérêt général qui est représentée normalement par l'État ou par les élus locaux, déjà avec une forme de positionnement un peu relatif l'un par rapport à l'autre, de qui est celui qui représente la plus longue vision long terme. Souvent, les élus disent « moi, je suis là, le mandat présidentiel, il est plus court ». Ce que je voulais dire, c'est que donc ça change un peu les limites et c'est perturbant. Pour les élus, ça l'est parce qu'ils n'ont plus l'apanage de la représentation de l'intérêt général. Mais en même temps, ça fait du bien de pouvoir s'interroger. Par exemple, ça me fait penser à la démarche que l'établissement a eue en post-2020 où on a été assez perturbé de voir la défense extrêmement vide et qui était représentée à chaque fois qu'on montrait le confinement obligatoire. Il y avait une image du parvis de la défense archi vide. Et nous, collaborateurs, mais élus aussi, on s'est dit, donc là, on est en train de dire que ça ne sert à rien que la défense existe vu que l'économie tourne alors que le quartier est vide. Donc ça nous a beaucoup chamboulé. Ça nous a amené à nous utiliser ce que la loi Pacte a demandé à faire aux entreprises mais posez-vous la question de votre raison d'être, la part de rôle social que vous avez. Et ça nous a amené à nous poser cette question alors que notre mission par la loi, elle est d'intérêt général. On a des missions qui sont définies et on n'existe que pour l'intérêt général. On s'est quand même senti nécessaire de se dire mais nous aussi on peut peut-être avoir un rôle et il faut qu'on soit clair. Donc cette vision politique que je partage et qui s'ajoute dans le rôle des entreprises, elle est intéressante à mettre en perspective de ce qu'on avait l'habitude d'attendre des élus. Ça nécessite forcément un peu d'évolution, de positionnement relatif, mais je pense qu'il peut y avoir des accords, des choses supra-politiques qui convergent sur quand on arrive à raisonner à plus long terme et à comprendre ces enjeux de préservation des ressources, ce genre de choses. Et en tout cas, pour revenir à des enjeux politiques, quand on est dans un établissement avec le politique ou dans une collectivité, le portage politique est très important, c'est-à-dire que c'est pas pareil, on peut pas mettre en place quand on est un peu technicien ou dans les services une politique qui fédère et de transformation environnementale si le portage politique n'est pas là. C'est-à-dire que quand c'est considéré comme important mais pas discriminant, ça n'est pas du tout la même chose que quand c'est au cœur du projet politique et on a une approche totalement différente. Ça m'évoquait ça, ce que vous disiez. Et juste pour terminer, effectivement, en tout cas, ce que j'identifiais là beaucoup, c'est quand même le besoin aussi de formation, parce que dès que les choses commencent à changer à tout niveau et que c'est déstabilisant, en fait, il y a des changements de posture, mais qui ne sont pas du tout évidentes. Enfin, voilà, quand tu parles de politique, on n'est pas tous prêts, vous ne l'étiez pas forcément non plus au début. Et donc, en fait, à tous les niveaux, on a vraiment besoin, je pense, d'être formé. Et je vois, moi, chez BNP, même dans la direction développement durable, même à des postes où des gens qui devraient justement être en capacité de pouvoir aller dans la collaboration et pas dans la compétition, changer de mindset, et bien en fait, c'est vraiment nécessaire à tous les niveaux. Donc se former chez Ecolearn, mais pas que. Il y a la notion justement de tiers extérieur qui intervient. On en avait parlé, Caroline. Est-ce que tu peux un petit peu développer, puisque tu l'as vécu de toi-même, ce tiers qui vous aide à sortir du cadre? Alors, donc, vous l'avez compris, donc, je suis membre de la famille actionnaire. J'ai passé 5 ans au conseil de surveillance avant de rentrer comme opérationnel dans l'entreprise. Et je me suis rendu compte, en campagne politique, que quand je cherchais à convaincre, parfois, alors que je disais la même chose que d'autres de l'extérieur, j'arrivais pas forcément à faire passer le message. Et ça fait 2 ans, j'ai créé un comité développement durable pour m'accompagner, enfin voilà, pour essayer de décliner la politique développement durable du groupe dans les différents services et dans les différentes filiales. J'ai cartographié un petit peu mes alliés, j'ai vu les différents niveaux de conscience, j'ai vu qui j'allais arriver à embarquer et ceux que je n'allais pas arriver à embarquer. Et puis, on a fait une série d'outils, fresques du climat. On a fait un séminaire absolument incroyable avec Lumia, que j'ai rencontré à la Convention des entreprises pour le climat, sur les nouveaux modèles économiques. Et petit à petit, en formant les équipes,
Et en faisant dire exactement ce que pourtant je disais dans l'entreprise au quotidien, eh ben, petit à petit, ça rentre. Et ça rentre mieux quand ça vient de l'extérieur. Alors, parce qu'on a choisi des prestataires de qualité, des sachants, mais le simple fait que ça vienne de quelqu'un de l'extérieur, voilà. Donc ça confère une place non négligeable aux coachs, facilitateurs, au monde du conseil, auquel je fais un peu plus appel. C'est une source de dépenses, mais ça vient vraiment... rendre plus efficace ma mission, si je peux témoigner. Céline, moi j'avais une question par rapport à votre écosystème où vous fédérez quand même sur Paris La Défense, il y a plus de 250 entreprises et vous avez aussi un réseau, un club de responsables RSE. Comment vous faites pour embarquer tous ces gens dans cette prise de conscience et dans l'action surtout sur votre territoire ? À vrai dire, c'est une attente qu'on servait mal jusque-là. Nos missions d'aménageurs, de gestionnaires et d'animation décrites par la loi, elles étaient plutôt très orientées gestion et aménagement. Et l'animation, c'était un peu c'était écrit, mais ça restait tout à fait perfectible, mais on avait du mal à la faire. Et depuis l'adoption de notre raison d'être, mais aussi du changement de contexte économique, des attentes des salariés, on a aperçu que, notamment parce qu'on a essayé des démarches, que ça suscitait beaucoup d'intérêt. On est toujours assez mesuré du temps qu'on prend aux gens, parce que souvent c'est des manifestations où on attend des contributions et on ne rémunère pas les intervenants, les entreprises qui viennent. Et donc on a essayé d'être économe de leur temps et de ne pas multiplier les initiatives. Mais on a, lié à nos actions prioritaires de la raison d'être, il y a plein de choses sur lesquelles on s'est dit on n'arrivera pas. Par exemple, à diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre territoriales d'ici 2030, là où notre rôle direct est de 1%. Donc 1% sur le million de tonnes annuel, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc on a enclenché différents dispositifs qui partaient du principe qu'il fallait qu'on embarque les entreprises ou les acteurs de l'immobilier. Et en fait, sur les 2500 entreprises, en fait, il y en a beaucoup des établissements, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, on crée un lieu neutre d'une certaine façon qui permet que des entreprises qui sont concurrentes dans l'immobilier ou dans un secteur d'activité, elles dépassent leur sujet de concurrence sectorielle. Parce que ce qui les rassemble, c'est le territoire, c'est le fait de pouvoir faire des actions au plus proche de leurs collaborateurs. Et donc, ça dépasse ça. Ça nous amène à développer des choses qu'on ne savait pas forcément faire, des conférences, des ateliers de travail, mais qui sont extrêmement productifs et qui nous aident aussi à nous acculturer, à développer notre connaissance des problématiques environnementales ou sociales ou sociétales, mais avec quelque chose qui rassemble tous les acteurs, qui est qu'est-ce que je peux faire localement, qu'est-ce que je peux proposer à mes collaborateurs en termes d'engagement et au plus près. Donc, en fait, c'est une aspiration. Il se trouve qu'on est là et qu'on a une partie de nos missions qui sont dédiées à ça, donc on l'accueille, on le cultive, mais je dirais que le moment est favorable à ça. Comment ça fait écho pour vous, tous qui êtes là à nous écouter sagement? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour prendre la parole? Oui, Claire. C'est des remarques ou des réflexions plutôt que des questions. Se dire que le défi technique est souvent plus facile à adresser que le défi adaptatif. Comment est-ce qu'on fait pour changer les mindsets, l'innovation sur tout ce qui est technique, on va dire on y arrive, hein, plus ou moins long terme, mais le défi de changement de braquet. Et la deuxième, c'est l'agenda personnel versus l'agenda collectif, qui peut se situer soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'une communauté comme à la Défense. Voilà. Merci Claire. Stéphanie. Question pour Céline. Céline, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de réalisations faites au sein de la Défense? Merci.
Alors, je vais prendre un exemple de mobilisation collective, une des actions une ou deux. Alors, la première, c'est notre raison d'être, elle est multiple. Elle vise à devenir un premier quartier d'affaires post-carbone de dimension mondiale. Le post-carbone, il a un échelon numéro 1 qui est un peu la base, qui est l'atténuation, la diminution des émissions de gaz à effet de serre à la défense des tours de verre, dont une bonne partie date d'avant les années 2000, sont très énergivores. C'est sur cette base que l'Institut français pour la performance du bâtiment est venu nous voir en disant « Bon, je ne sais pas si vous savez, mais on mène depuis 10 ans un concours d'économie d'énergie à l'échelle nationale. Ça marche bien, mais il n'y a aucune entreprise de la défense, aucun des bâtiments qui participe. Donc, vu que vous avez une image très énergivore, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une image, on vous lance le défi de mettre en place une ligue à la défense pour faire des économies d'énergie. Ça tombe bien, les entreprises ont une obligation de décret tertiaire et de toute façon, il va falloir qu'elles revoient leur consommation énergétique. Donc, on met en place le dispositif avec l'appui de l'IFPEB. Très vite, à la Défense, quand il y a 3 millions de mètres carrés, 2500 entreprises, il y a du répondant. Au début, c'est modeste. Il y a 16 entreprises ou bâtiments qui s'inscrivent. Mais ça fait tout de suite 750 000 mètres carrés, c'est-à-dire autant que sur l'ensemble des autres ligues du territoire national. Et puis, le principe du concours, c'est tout le monde va progresser. On ne met en avant que les 3 premiers qui gagnent et on met en évidence l'amélioration et pas celui qui galère, celui qui ne sait pas où chez qui tombent ses factures, qui n'a jamais mesuré ça. Toute amélioration est bienvenue. Et puis surtout, on fait du partage d'expérience. Donc il y a des ateliers où le responsable de gestion dit « mais moi je ne sais pas, j'ai des problèmes, enfin ma performance réelle est très différente des études thermiques qui avaient été faites, je ne sais pas à quoi ça tient ». Donc le gestionnaire de l'autre tour dit moi j'ai fait passer mon technicien qui a réglé toutes les GTC, GTB, là, tous les systèmes hyper compliqués pour lesquels les entreprises du bâtiment ne sont pas bien formées en fait. Donc bref, mis bout à bout, en un an, près de 20% d'économie d'énergie simplement sur du réglage et de l'usage. Avec Nathalie Mottez qui est dans l'assistance, qui travaillait à Paris La Défense auparavant. Il y a une Green Team qui s'est montée, des éco-gestes ont été trouvés. On trouvait très moderne en 2018 que tous les écrans soient allumés dans toutes les salles, ça faisait moderne, sauf que consommation d'énergie, ça choquait tout le monde, on s'est aperçu. Et donc le premier geste de la Green Team, c'était on va les éteindre les écrans, puis on va trouver les télécommandes, boum, on a vite baissé notre consommation énergétique. Ce genre de choses, et ça crée une communauté de gens qui se disent ah mais tiens, ça marche, ça va me faciliter le décret tertiaire, puis en fait il y a des résultats, donc c'est extrêmement motivant. Un premier exemple, la deuxième année, il y a des gens qui récidivent, ils se pensent qu'ils veulent encore faire mieux, puis on a embarqué cette fois la tour de la préfecture, un vieux bâtiment des années 70 parce que le préfet est joueur. Les 4 temps aussi nous ont dit bon d'accord, les parties communes, les 14 parkings de la Défense sont engagés aussi, et bref, il y a un vrai gisement d'économie d'énergie, ça fonctionne hyper bien et ça crée une première communauté. Sur autre type d'action, je vais aller vite. Dans notre bilan de gaz à effet de serre qu'on a effectué juste avant le confinement, on s'est aperçu que sur le 1 million de tonnes, il y en avait 45% qui dépendaient de l'immobilier, aussi bien la consommation des immeubles existants que les démolitions et l'activité immobilière. C'est notre industrie à nous sur le territoire. Et d'ordinaire, quand on est aménageur, on amène les réseaux à l'entrée, au seuil des bâtiments, mais on a pour un peu tradition de respecter le domaine privé et donc de ne pas s'occuper des bâtiments au sens classique du terme. Mais là, quand on a vu que pour atteindre nos objectifs, il y avait une bonne partie de la réponse qui était de l'autre côté de la porte rotative de l'entrée des tours, on s'est dit on ne peut pas prescrire. On a un rôle un peu intermédiaire. On n'a pas le PLU. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on peut pas imposer. On est une quasi-collectivité, mais avec des missions un peu à cheval. Bref, on a misé sur partager de la connaissance, rassembler les gens et réfléchir ensemble. Donc, on a mis en place... ça, c'était pas modeste. On a appelé ça les états généraux de la transformation des tours, se disant qu'il fallait au moins ça pour faire bouger les choses. On a fait le diagnostic, il y a 900 000 m² qui n'ont pas été rénovés depuis la mise en place des réglementations thermiques, donc qui vont être des passoires thermiques. C'est un vrai risque pour le quartier. Et que, en revanche, on pouvait s'inspirer de ce qui se passait à l'étranger. Donc, on a fait un cycle de 6 mois avec 3 temps de conférences. D'abord, on a parlé de tout sauf de la défense, des exemples à Sydney, des exemples en Belgique, et aussi ailleurs qui a
qu'à la Défense, qui montrait comment on rénove, comment on transforme et surtout comment on arrête de démolir pour renouveler. Bien sûr, c'était une tendance en cours à la Défense, mais ça faisait du bien d'arrêter de se regarder le nombril. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Puis ensuite, on a mis en place des séquences plus adaptées à la Défense, où on a parlé modèle économique, difficultés, c'est quoi les freins. Et à la fin, on est arrivé avec 10 propositions concrètes, assez opérationnelles. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que la fiscalité, elle est aberrante. Elle incite plutôt à tout jeter pour renouveler les équipements, etc., pour atteindre un montant de taxes flat, et en fait c'est complètement aberrant. Donc ça, on a creusé un peu, c'est pas compliqué, il faut changer une petite ligne, pas du code général des impôts, ce serait du niveau européen, mais une petite application, ce genre de choses. Et finalement, avec beaucoup de matière grise qui a été apportée, beaucoup de temps de travail dégagé, ça fait partie des choses. Et à chaque fois, au cumul, on a mobilisé 800 personnes, plutôt des spécialistes de la Défense, qui se disent eux aussi qu'il y a un sujet et que peut-être on pourra faire bouger un peu les lignes en fédérant. C'est quelques exemples, il y en a plusieurs autres. Ça marche très bien. Une question pour Caroline. Comment vous faites pour adapter vos métiers ? En fait, il va falloir tout changer. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on est en pleine transition générationnelle, en plus d'être en transition énergétique. Je suis l'aînée de la 4e génération. Mon frère va devenir directeur général de l'entreprise l'année prochaine pour succéder à nos oncles qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont tous les deux 65 ans. Et qui disent qu'ils comprennent, mais qui comprennent finalement pas très en profondeur. Et d'ailleurs, on ne les a pas embarqués dans la Convention des entreprises pour le climat. On a un peu hacké le système, parce que normalement, c'était que les dirigeants. Voilà, donc il y a un vrai sujet. On est en pleine transition générationnelle. Il faut qu'on change le business model. On vend des fossiles depuis 100 ans, qui sont très fortement générateurs de marge, en tout cas historiquement, notamment le fuel, un peu moins les carburants en station essence, mais voilà, en gros, il faut qu'on incite nos utilisateurs, nos clients finaux à rouler moins, à consommer mieux, enfin, faut tout changer. Donc là, il y a vraiment beaucoup de formation des managers, beaucoup d'alternatives bas carbone à développer, donc c'est des solutions techniques, donc ça on y arrive plutôt bien. Il suffit de monter en compétences, de recruter des personnes dédiées. Ce qu'on arrive un peu moins à faire, c'est, on parlait tout à l'heure, madame disait sur la résistance au changement. Moi, c'est mon frein quotidien principal. Hein, je m'y heurte en permanence. C'est important du coup, Stéphane, que la transition intérieure soit profonde, parce qu'il y a intérêt d'avoir la foi, hein, parce que je me heurte à des murs tous les jours. En gros, les collaborateurs de la boîte, ils ont du gasoil qui coule dans les veines. Et il faut que je leur explique que ça va s'arrêter. Pas tout de suite, mais ça va s'arrêter. Et un truc que j'ai sous-estimé encore, c'est probablement le deuil de ce métier-là. C'est-à-dire que tout le facteur humain, cette résistance au changement, le deuil de comment c'était avant. En plus, ils ont une trouille humaine qui est de dire est-ce que je vais faire face, moi, à ce nouveau monde ? Est-ce que je vais avoir les compétences de ces nouveaux métiers ? J'ai beau leur expliquer que s'ils sont comptables, qu'ils savent compter des litres de carburant, ils sauront compter des kilowattheures électriques, mais pour eux, c'est vraiment un changement. Donc, beaucoup d'accompagnement, beaucoup rassurer, réunir régulièrement, former, c'est vraiment un changement plus que de mentalité, en fait, de contexte environnemental, de compétences. Voilà. Et moi, je leur dis, je parlais de courage en introduction tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un vrai. Il n'est pas courant, surtout dans le monde des entreprises tel que on s'est construit à l'école, etc. Je trouve qu'il n'est pas très courant. Cette qualité n'est pas très courante. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage d'affronter des incertitudes. Nous, la martingale, on ne l'a pas trouvé. Hein. La substitution au fuel et au gasoil, perso, on ne l'a pas trouvé. Hein. Je n'en connais pas beaucoup j'en connais pas qui l'ont trouvé, sinon on copierait. Mais voilà, c'est une multitude d'énergie
avec du coup plein de compétences, par exemple sur l'hydrogène, sur la mobilité électrique, sur le solaire, sur le biogaz, des énergies où on va beaucoup, on étudie beaucoup. Bah, c'est des nouvelles compétences techniques, des nouveaux métiers à intégrer. Donc, c'est beaucoup de temps. Les ressources humaines, je dirais, c'est presque un levier de formation, mais aussi de coaching. Là, j'ai instauré pas mal de coaching individuel des managers pour affronter ça. Donc, je ne sais pas si ça va payer, mais c'est une des recettes qu'on a mis en place. Merci. Steren, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu observes une fois que les entreprises ont quitté la Convention des entreprises pour le climat et repartent avec leur feuille de route? Comment ils font? Qu'est-ce que tu observes pour embarquer, mettre en œuvre? Alors, je voudrais juste compléter ce que disait Caroline et répondre à votre question. Comment on fait? Nous, les outils qu'on utilise et que j'ai découvert avec la Convention des entreprises pour le climat, c'est la facilitation, l'intelligence collective. Moi, je me suis formée à la facilitation, je me suis formée aux fondamentaux du coaching. Je ne suis pas coach, mais en fait, pour comprendre les relations interpersonnelles, les leviers, etc. Et dans ce qui permet d'embarquer, l'année dernière avec MR21, on a bossé sur l'engagement des collaborateurs et on a une session dans le parcours de la Convention des entreprises pour le climat sur comment embarquer son écosystème. Il y a 2 clés. Il y a vraiment l'intelligence collective. Ça, c'est magique, en fait, quand on n'a pas de réponse. On travaille avec quelqu'un qui sait bien mener la séance, qui a été formé à la facilitation. C'est vraiment incroyable ce qu'on obtient par l'intelligence collective, hyper riche. Et nous, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est pour réveiller l'engagement, ce qu'on a tous au fond de nous, c'est la reconnexion à la nature. Parce qu'en fait, la prise de conscience qui est hyper forte et hyper robuste dans les parcours de la Convention des entreprises pour le climat, ça paraît bête à dire, mais en fait, on est un élément du vivant, comme les autres. Et si l'écosystème du vivant s'effondre, quel qu'il soit, on s'effondre avec, en fait. Et donc, du coup, c'est ça la flamme avec laquelle repartent les dirigeants quand ils terminent un parcours et ce qui leur permet de tenir. Et donc, ce qu'on propose après le parcours, c'est une communauté d'alumni pour se soutenir, redonner du temps long aussi, parce qu'on est tous dans l'urgence et tout ça sont des transformations évidemment qui s'inscrivent sur du temps long. Il faut respecter le rythme de chacun, le niveau de maturité sur ce sujet. Il y a des réactions de repli, de refus qui sont tout à fait humaines. Il y a une courbe de deuil à avoir aussi. Et ça, toutes ces étapes-là, les dirigeants les suivent pendant le parcours. Et c'est vrai qu'en fin de parcours, ils sont un petit peu démunis. D'ailleurs, ils nous demandent tous qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'on se revoit. Mais en fait, ils ont créé des communautés très fortes pendant le parcours parce qu'ils travaillent en camp de base. Ce qu'on appelle des camps de base, c'est des petits groupes de dirigeants où ils se challengent les uns les autres. Ils ne font pas du tout partie du même secteur en général. Donc ça donne aussi d'autres regards, de la nouveauté, etc. Des tailles de boîtes différentes avec des problématiques différentes. Et voilà, la richesse de l'intelligence collective, clairement. Et donc, ils repartent avec cette force de groupe qu'ils ont développée pendant près d'1 an. Des projets coopératifs aussi, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus pour maintenir l'élan au-delà de l'entreprise elle-même, notamment sur les territoires. Il y a beaucoup de projets territoriaux transverses qui émergent de ces parcours de la CEC. Et puis après, la communauté alumni qui... nous, on a aussi une preuve d'impact à faire en tant qu'association d'intérêt général. Donc, on y travaille. Pour l'instant, on est encore tout jeune. Ça fait que 2 ans. Mais du coup, on travaille avec les dirigeants à construire un petit peu ces preuves d'impact, ces preuves de transformation. Mais encore une fois, ça se fait sur le temps long. Et donc là aussi, on parlait de vision long terme tout à l'heure du manager responsable et du dirigeant. C'est important pour ne pas paniquer, en fait, de poser les choses, de prioriser, de faire des analyses de matérialité et de concentrer l'énergie et de décentraliser la décision, faire confiance aux équipes, redescendre sur le terrain. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses tout ça, mais en fait c'est toujours un peu la même idée. Pour moi, c'est intelligence collective et reconnexion au vivant. Arnaud, tu veux...
Je vais réagir sur ce que tu viens de dire, Stéphane. Je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension individuelle. Alors, on emploie des termes comme sincérité, alignement, tête, corps, cœur, mais pour vous partager pas une anecdote, mais une expérience qu'on a vécue, nous, chez Ecolern, c'est que ça fait maintenant à peu près 18 mois, 2 ans qu'on essaye aussi de former des comités de direction, des dirigeants d'entreprise. Et nous, on a une approche qui est plutôt scientifique, c'est-à-dire qu'on va expliquer la réalité factuelle du réchauffement climatique, des limites planétaires, de la théorie du donut, et puis après, on tire le fil. Et bon, c'est pas forcément très attaquable, hein, c'est apporté par la science. Et on a vécu des situations ubuesques où il y avait un rejet puissant exprimé par les personnes qui étaient au sein de cette instance, qui, je pense, n'avaient jamais dû réagir. Moi, j'ai vu des gens quitter la salle en parlant des limites planétaires, en me faisant traiter d'un espèce d'apparatchik altermondialiste. Je ne comprenais pas trop. Climato-sceptique. Non, bah justement pas. Mais, et après, en fait, on a essayé de comprendre. Oui. Et on a essayé de comprendre. Et en fait, on s'est rendu compte que avant de pouvoir parler à la tête, il fallait déjà assurer une certaine forme de compréhension, de reconnexion, d'alignement. Et c'est tout ce que vous faites aussi très bien à la Convention pour les entreprises pour le climat. Parce qu'il faut quand même avoir conscience que nous tous, on a été biberonnés à des standards, à des critères de fonctionnement, d'optimisation, de management qui sont quasiment diamétralement opposés à ce qu'il faudrait faire en réalité par rapport à ces enjeux planétaires. Et accepter ça, c'est une forme de deuil. Enfin, tu as employé ce mot, mais c'est très vrai. Enfin, bon, vous, c'est très criant par rapport à la représentation sur le fuel, etc. Mais globalement, moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise, Accor. J'ai un dirigeant qui vient du monde de la finance. Pour lui, c'est pas audible d'accepter ce que je lui disais, parce que ça revient à dire que toute sa carrière a été construite sur une forme de spoliation. Et ça, c'est trop violent pour certaines personnes. Alors, je pense que fondamentalement, ça peut être, c'est un obstacle qu'on peut surmonter, mais il faut se donner le temps. Et je pense que c'est malheureusement ce dont on manque le plus. Alors pas tellement par rapport aux urgences qui se pointent autour de nous, mais c'est globalement dans nos modes de fonctionnement, on est quand même dans une tyrannie du très court-termiste. Et il va falloir accepter de faire ce pas de recul, de se dire je vais accepter de voir les choses un peu différemment, parce que dans le flux quotidien, et nous on nous propose de faire des formations de codir en 3 heures ou 2 heures, c'est aberrant. On peut pas permettre de faire tout ce schéma mental et de réconciliation en 2 heures. C'est tout simplement pas possible. Donc il va falloir accepter de se donner le temps et de regarder les choses un peu différemment. Ensuite, de parler au cerveau, où là, il va falloir aussi, il y a un petit travail à faire, parce que globalement, il y a beaucoup de personnes qui dirigent des entreprises ou qui sont dans les conseils d'administration qui n'ont pas forcément compris la nature profonde de ce qui se présente à nous. Je trouve qu'il y a un truc qui est compliqué, c'est tout le monde... On parle tellement de développement durable, d'écologie, aux infos, la télé, la radio, partout, que les gens qui m'entourent dans la boîte me disent « Non, mais on sait. » Et en fait, ils croient savoir. Donc moi, je fais tout un programme de sensibilisation. Je doute souvent sur est-ce que je continue à sensibiliser, est-ce que je continue à expliquer pourquoi, parce qu'on me réclame... mais comment, en fait ? Mais je dis, mais non, mais en fait, tu n'as pas compris encore pourquoi. Donc, j'essaye d'avancer un peu vers le comment, pour leur donner un petit peu à manger et les garder concentrés aussi un peu sur la sensibilisation. Mais je trouve que c'est un élément important parce que ils ne donnent pas accès, et surtout dans le monde de l'entreprise. Moi, en séminaire là, avec Lumia, c'était incroyable parce il y avait 2 personnes qui étaient très conscientes, donc mon cousin qui est responsable RSE dans mon équipe et moi. Donc on était beaucoup dans l'ouverture de l'émotion. C'était un exercice qui s'appelait « Honorer sa peine pour le monde ». Donc ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Et ils étaient vraiment hyper superficiels sur les émotions qu'ils posaient là. C'était vraiment, le monde corporate ne se prête pas à ça, à l'émotion. Et du coup, pour ouvrir, il faut vraiment prendre le temps. Et par exemple, dans la série des outils, là, demain, on a un cinéma développement durable et on diffuse Une fois que tu sais. Je vous invite à regarder ce film incroyable. Et on a invité le réalisateur et il est vraiment militant, super engagé comme film. Il m'a fait pleurer à la première session dans la théorie du U à la CEC. Et c'est
pour le coup, super courageux, nous, Picotti, de porter la diffusion de ce film alors même qu'on est pointé du doigt tout du long. Et en fait, si c'est pour toucher les collaborateurs, c'est pour toucher les citoyens qui nous entourent, pour ouvrir le cœur, pour pouvoir ensuite parler au cœur. Parce qu'en fait, j'arrive pas à descendre. Il y a une espèce de niveau un peu superficiel dans les feuilles de route de nos managers, enfin certains en tout cas, à qui je sens qu'on n'a pas encore ouvert le cœur. Donc c'est compliqué de parler de ça en entreprise, et puis les managers nient et refusent de dire qu'ils ne s'ouvrent pas. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas en entreprise pour faire ça. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Et en fait, tant qu'on n'a pas craquelé l'armure, enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc, je vise, enfin, une de mes missions, c'est un peu, c'est de craqueler l'armure des managers qui m'entourent pour descendre à un niveau de profondeur. Ouais, pardon, je complète juste là-dessus parce que c'est vrai que merci de. On a parlé de tête corps cœur un peu vite comme ça, mais le cœur en fait c'est clairement un tabou en entreprise. On l'adresse du coup dans les parcours CEC auprès des dirigeants. La première session, t'en as la moitié qui pleure. Donc c'est notre objectif. Non, mais j'exagère. Mais non, mais vraiment, c'est pas dans notre culture en fait. Et il y a un sujet d'éducation. Alors là-dessus, les pédagogie à l'école évolue beaucoup, mais les jeunes sont très en demande de ça. Et d'ailleurs, à la première session du parcours, donc on a le constat des limites planétaires par des scientifiques de haut niveau, hein, donc c'est difficile de sortir de là en étant climato-sceptique, mais bon, on n'a pas eu encore. Et souvent, on a des jeunes aussi qui interviennent et qui, eux, se projettent dans l'avenir, qui disent mais quel héritage vous nous laissez en fait, on ne va pas pouvoir changer les choses, il faut que tout le monde s'y mette. Et donc tout ça, ça touche au cœur parce que du coup, les dirigeants se projettent sur leurs enfants. Et c'est là que l'armure craque. Et c'est vrai qu'en milieu corporate, sans avoir cette phase-là un peu extérieure, c'est hyper difficile. Et donc, tu en as certains qui vont se réfugier derrière leur armure, évidemment. Oui, ouais, tout à fait. Et juste pour terminer, effectivement, d'un point de vue sensibilisation, tous les ateliers, par exemple, de la fresque du climat, de la biodiversité, la fresque des océans, malgré tout, apportent, même pour des gens qui sont censés connaître, en fait, toujours un autre regard, toujours une complémentarité. On en met en place pas mal chez nous. Et en fait, ce sont finalement des collaborateurs qui deviennent eux-mêmes animateurs de la fresque du climat. Et en fait, quand c'est porté effectivement en interne, nécessairement, en fait, ça prend une autre dimension parce qu'effectivement, on s'approprie le sujet, que ce soit sur cette thématique, enfin, biodiversité ou autre, et que ça permet aussi de craquer d'une autre manière, en fait, l'approche qui peut être celle des collaborateurs. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, Arnaud, c'est sûr que l'organisation, en général, elle n'est pas faite du tout pour être un manager responsable. Il n'y a rien qui colle, donc en fait, on se prend des murs tout le temps. Et donc, c'est sûr qu'il faut être bien armé, en confiance, mais savoir effectivement s'adapter à lutter contre beaucoup de choses. Et du côté, pour ma part, financier, quand on cherche des nouveaux modèles économiques et qu'on doit financer des modèles, je travaille pas mal sur le modèle de l'économie circulaire, par exemple, pour la fibre textile, où il faut réconcilier donc, des grands clients, H&M, Inditex, etc., avec du coup des startups qui vont être sur de la fibre textile renouvelée et à partir de différents matériaux, de trouver le bon modèle de financement qui arrive à aligner toute la chaîne. Il faut réussir effectivement à mettre tout le monde autour de la table et changer des modèles économiques, et il faut beaucoup de conviction. Pour rebondir sur cette notion de c'est difficile de se prendre les murs et on se sent parfois seul, c'est aussi quelque chose que nous ont dit les responsables RSE qu'on anime en club, où on essaye de faire venir un maximum de responsables RSE qui sont basés à la Défense, de plein de secteurs différents, et de les faire rencontrer les associations, etc. Ils nous ont souvent dit
aussi dans un programme qu'on vient de lancer, qui est une déclinaison du programme Cities Can Be, qui est un programme basé sur les principes du B Corp qui a démarré en Amérique latine, avec plein de villes qui sont engagées. C'est des expériences collectives, publiques-privées, de coopération. Il y avait un exemple à Édimbourg, à Barcelone, et on vient de le lancer avec une première promotion d'entreprise à la Défense. Et le principe, c'est 6 sessions où il y a de l'auto-évaluation, du partage des 10 entreprises qui sont membres, et puis de témoignages d'une entreprise B Corp qui vient sur le thématique de la gouvernance, etc., partagée. Et en fait, le principe, c'est que le responsable RSE, à chaque thématique, il embarque son collègue en charge des RH, en charge des achats, du juridique. Et le retour qui nous a fait extrêmement plaisir, c'était eh ben dis donc, on se sent moins seul. Et puis surtout, on partage avec des gens qui ont les mêmes problématiques, et c'est vraiment, à mon avis, le même mécanisme que vous travaillez très bien, de mettre ensemble des gens qui y croient, qui se soutiennent et qui partagent ce qui marche pas. C'est très positif. Ça permet de mettre un peu de facilitation ou de positif dans des métiers qui sont souvent difficiles, en fait, parce qu'il faut convaincre, qu'on a parfois cette étiquette de être toujours celui qui est contre les projets classiques, etc. Et c'est parfois difficile. Merci pour ces partages. Je pense qu'il y a cette notion effectivement de la force du collectif qui est essentielle aussi, qui est au cœur pour moi des moteurs pour accompagner cette transition. Je suis toujours frappée quand je vais à ProDurable. Je ne fais pas la pub de ProDurable, je m'en fous. Mais en fait, je suis toujours frappée par cette énergie folle. Vous y êtes tous. Et on peut en témoigner. Et quand je ressors de là, j'ai cet espoir, je me dis ça va bouger. Et on est vraiment toujours avec ce besoin, je crois que c'est toi, Caroline, qui disais, ce besoin de se reconnecter au feu sacré. Ouais, je me souviens de cette phrase que tu avais prononcée quand on s'est parlé la première fois. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. La notion des émotions, elle est clé. Comment ça résonne pour vous? Comment ça fait écho, cette notion des émotions? Est-ce que finalement, elles ont leur place dans l'entreprise? Muriel, tu veux parler? Oui, juste quand on s'intéresse 2 secondes aux neurosciences, en fait, et moi je rêve en fait de reprendre quelques éléments pour les partager dans l'entreprise, on s'aperçoit que humainement, en réalité, l'émotion précède la prise de décision. Et donc, si on n'a pas d'émotion, on est mort. Et pour avoir été DRH chez Carrefour avant d'être chez Réseau 137, j'ai regretté d'être formée un peu tard, parce que je me voyais bien revenir en COMEX, et en fait, en passant les premières pages des photos d'IRM qui présentent dans le corps ce qui se passe lorsque l'émotion est là et de quelle manière le cerveau interagit. Parce qu'on a face à nous, en fait, dans les entreprises, 70 ou 80% de nos dirigeants, je ne sais pas si vous connaissez le MBTI, mais qui sont des gens hyper rationnels, le fameux ISTJ ou ESTJ, et qui sont donc avec 1 + 1, ça fait 2, et ce n'est pas possible de faire autrement. Et il faut qu'on passe beaucoup de temps à délivrer des éléments qui leur permettent de les rejoindre là où ils sont, et non pas de les faire partir de là où on est. Et à chaque fois que j'ai voulu faire ça, d'ailleurs, je me suis plantée. Donc l'émotion, je me dis qu'il y a peut-être un truc à jouer ensemble, c'est de revenir sur du rationnel, parce que plus on va aller sur de l'émotion, en fait, on ne les embarque pas, ils ne le comprennent pas. C'est de revenir sur des éléments factuels de la science, sacro-saint, et peut-être de démontrer voilà, un peu ce qui se produit dans notre chimie intérieure qui réellement nous permet de prendre des décisions. Il y a peut-être un truc à jouer, voilà. Je me disais ça. D'autres remarques, questions, envie de partager? Les émotions, ça nous concerne tous quand même, non? Ah, Laura. Moi, je pense que l'émotion, même avant qu'on parle de RSE, avant qu'on parle de tout ça, avant qu'on parle de tout ça, un vrai leader, il a toujours eu un peu d'émotion. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se dévoiler non plus. Quand on regarde les grands leaders, il y a quand même un aspect... enfin, pour moi, c'est une dimension qui doit exister, qui existait déjà avant qu'on parle de ces sujets-là. Là-dessus, alors peut-être faire juste une petite... là, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à pleurer dans l'entreprise. Non. L'émotion, ça se fait dans
dans un cercle protégé. Voilà, c'est du one-to-one. Mais en tout cas, quand il y a des blocages, ça peut être utile de faire parler le cœur pour dépasser ces blocages-là. Mais effectivement, et dans les qualités du leader responsable, il y a le leader qui est bienveillant par rapport aux émotions chez les autres et par rapport à ses propres émotions à lui. Il y a ces notions d'émotion et de bienveillance. Mais ce n'est pas pour tout déballer tout le temps en entreprise. Ce n'était pas l'objet du propos. Oui, moi je voulais juste faire une remarque complémentaire à ce que vous venez juste de dire. Je pense que les émotions que vous évoquez de la part des dirigeants, elles ont porté un autre nom. C'est la conviction, c'est le fait de pouvoir être inspirant, c'est l'entre-gens, la capacité à embarquer. Et c'est toutes des choses qui se font aussi sur l'émotion, sur des choses assez irrationnelles finalement. Même si derrière, en fait, tout est basé aujourd'hui dans nos sociétés vraiment sur beaucoup de rationnel et beaucoup de choses mesurables. On a tous dû faire des business cases pour convaincre de partir sur un sujet. Et je pense que les neurosciences, heureusement, nous ouvrent des portes aujourd'hui et qu'on reconnaît aussi la valeur de cette connexion entre nos neurones et ce qui est tripal. Hein. Donc, c'est des choses, je pense, qui évoluent doucement et on ne parle pas d'émotion parce que, vous voyez, quand on parle d'émotion, on parle tout de suite de pleurer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la fédération, en fait. Ah, il y a plein de mains qui se lèvent, super. Oui, moi, ça me fait... je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de l'émotion. En plus, il faut vraiment le remettre au centre du sujet et que le leader de transition doit amener l'émotion, et d'où l'importance du tiers. C'est vis-à-vis du tiers qu'on peut mettre de l'émotion, pas vis-à-vis de ses collaborateurs, parce qu'on n'a pas envie de perdre la face. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre, et c'est ça ce que confondent beaucoup, c'est émotion et émotivité. L'émotivité peut arriver aussi, mais ça c'est du one-to-one avec quelqu'un de confiance, avec une personne de confiance. Par contre, l'émotion et la sensibilité, qui n'est pas de la sensiblerie non plus, ce sont des notions qui sont pour moi presque essentielles parce que c'est tout simplement constitutif de l'humain. Et quand on parle avec les tripes, on parle bien avec la tête. On crée du lien, tu dis, Sophie. Oui. Didier ? Oui. Pour traiter ces sujets dont on parle là, il y a un problème d'adaptation au profit des gens qu'on a en face, en fait. Donc pour moi, un bon manager responsable, c'est un manager qui fait un management adaptatif ou une communication adaptative. Et pour ça, il y a des outils. On a parlé de MBTI tout à l'heure. Il y a la process communication pour le profil psychologique. Il y a la spirale dynamique pour la notion de système de valeurs. Les managers devraient se former à ces outils-là pour savoir adapter sa communication à chaque profil. Parce que chaque profil demande un discours différent pour l'embarquer. Plutôt que d'émotion, moi j'aimerais qu'on parle un peu de perception, parce qu'il y a un côté de sensibilité, il faut que ça soit un petit peu concret au niveau des dirigeants, pour aller les chercher sur le sujet de la rationalité. Il faut que ça soit incarné individuellement, soit dans leur vie personnelle ou dans des actions très concrètes. Ça ne doit pas être juste des rapports ou des trucs où ils sont loin. Donc, j'aimerais un peu vous entendre là-dessus sur... comment on fait pour rendre concret ça, pour être certain qu'en fait les dirigeants qui doivent essayer de changer leur entreprise, ils aient réellement compris ce que impliquait en fait cette transition climatique, par exemple, au-delà des émotions. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une question de sensibilité plus. Je suis d'accord avec vous sur cette notion de ressentir l'évolution du climat. Je dirais qu'il faut se mettre... à 14h de juillet sur le parvis de la Défense quand il fait 38 degrés pour ressentir dans sa chair ce que c'est. Et puis, ça commence à devenir très perceptible. Alors, à la fois, c'est flippant parce que ça se matérialise beaucoup plus tôt que prévu, mais c'est aussi ça qui permet la prise de conscience. Et je vais citer Franck Boutet, qui a eu le Grand Prix de l'urbanisme l'année dernière. C'est la première fois que c'est un
un ingénieur de l'environnement qui a ce grand prix-là, ça veut dire quelque chose. Et devant un panel d'urbanistes architectes qu'on avait rassemblés pour réfléchir ensemble au devenir de la défense, il nous a parlé d'adaptation. Il a dit c'est une vraie chance. L'atténuation, la réduction des émissions, c'est techno. On n'arrivera jamais vraiment complètement à mesurer si on y est arrivé. Mais il y a un truc qui est très sensible. Et quand on travaille sur la ville, les espaces publics, la végétation, on a un vrai levier d'action qui se ressent physiquement. C'est vous passez à côté d'une forêt en plein après-midi au plein soleil, vous passez au milieu d'une forêt, vous percevez les 4-5 degrés d'écart qu'il y a. Et je trouve que ça renvoie à cette notion de trip, de ressenti sur l'adaptation et sur ce qu'on peut mettre en place en ville. C'est intellectuellement, enfin ça très aligné et on le perçoit profondément. Je pense que ça peut être une forme de réponse à vous voyez bien que ça déconne et qu'il y a des solutions qui permettent au moins d'atténuer ça et qui peuvent être, alors après ça se transpose dans plein d'industries, mais je trouve que cette dimension sensorielle qui est pour moi parle aux tripes, elle est assez puissante parce qu'elle est assez directe. Oui, j'avais juste une petite remarque sur... désolée de revenir sur les émotions, mais en fait, les leaders qui réagissent comme ça, Arnaud, quand tu parles avec des données très scientifiques, et pourtant c'est des gens très rationnels à 80%, etc., je crois que du coup, ils ont une angoisse qui est complètement dans le déni de cette angoisse, et que peut-être un des leviers, c'est aussi de rassurer ces personnes en les remettant sur leur propre champ d'expertise, de compétences. Et effectivement, la difficulté, c'est que ça prend un peu de temps et qu'il faut avoir la porte d'entrée. Et la deuxième remarque que je voulais juste faire, c'est que quand on parle de leader durable ou manager responsable, il y a deux façons de prendre la chose. Là, on a beaucoup parlé aussi de comment influencer, comment faire en sorte qu'on implante notre politique durabilité. Mais il y a aussi la façon comment on fait vraiment du management responsable, comment on a des pratiques managériales responsables, et les deux doivent vraiment se rejoindre parce que, et c'est ça qui est pour moi le plus difficile, mais qui va aussi mener à ce que ce soit vraiment durable, l'implantation de... On ne peut pas faire que du vertical, convaincre, influencer. Et là, les techniques effectivement d'incarnation et tout ça peuvent être, conduite du changement, peuvent être très très utiles. Je vais juste faire une... Non, c'était juste parce que j'ai travaillé à la Défense où j'étais responsable adjoint d'un site de ma société. Je peux vous dire que quand il fait 35 degrés, que la clim est très très ancienne, donc ne fonctionne pas très bien, et que dans les bureaux il fait 38, je peux vous dire que vous prenez la responsabilité, vous ne demandez pas à grand monde, mais vous informez les RH que les collaborateurs vont rentrer chez eux, parce que sinon ils ne pourront pas travailler. Et là, on comprend très vite qu'il y a un problème. On a un peu de travail sur l'adaptation, je sais. Venez vivre en Creuse. On le sent aussi. Hein. Bon, moi, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais tous ces moments d'introspection, ces échanges, là, me poussent à réfléchir. Et je me demande pourquoi on est tous à s'agiter sur un sujet comme ça. J'ai eu la chance de faire un peu de philo quand j'étais au bac, il y a très longtemps. Je pense qu'on était une des dernières générations à en faire. Et ça m'évoque en fait le sujet de la peur de la mort. Et je me demande si on n'est pas là-dedans, en fait. Et je me demande... la peur de la mort. Ouais. Et je me demande, au bout du compte, si on n'est pas la première génération à avoir aussi peur que ça. Il plombe l'ambiance. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent répondre à ça? Non, mais Alors. vous n'avez pas... Voilà, peur de la mort, je ne sais pas si on irait jusqu'à là, mais peur, oui. Enfin, clairement, un des freins les plus puissants auxquels on est confronté, c'est la peur. C'est combattre les peurs. Et en réalité, c'est compréhensible, hein, parce que le monde, quand on nous décrive les scientifiques, il est horrible, honnêtement. Enfin, je pense qu'on en a tous conscience. En tout cas, enfin, la réalité de l'évolution planétaire telle qu'elle est décrite dans les courbes et telle qu'on la perçoit déjà, elle est quand même pas très enthousiasmante. Depuis 2, 3 ans, 4 ans, on prend conscience qu'on vit dans un monde d'incertitude qui ne va faire que se renforcer. Il n'y a rien de pire pour un humain que d'être exposé à l'incertitude.
Et par-dessus le marché, il va falloir qu'on fasse des transformations et qu'on aille vers un inconnu qu'on ne maîtrise pas, personne n'a les codes. Et donc tout ça est générateur d'une quantité astronomique de peur. Donc oui, on est en train d'essayer de combattre nos peurs. Et c'est un paradoxe immense parce que quand on regarde en réalité, on sait financer la transition. C'est terrible, mais toutes les études qui ont été faites récemment démontrent qu'il faut quelques points de PIB pour financer la transition et atteindre au moins la décarbonation. On sait comment s'y prendre. On a à peu près les trajectoires, ça a été décrit. Alors le Shift en France, ça fait beaucoup de travaux, mais il y en a bien d'autres. Donc on saurait appliquer les tenants aboutissants. On a les outils technologiques, même si tous ne sont pas sophistiqués, mais on sait engager une transition environnementale avec les technologies qui sont déjà à notre service. Donc en réalité, on a déjà dans la besace à peu près tout ce dont on a besoin, mais ça n'avance pas d'un iota parce que nous avons peur. Donc je crains que ce soit ça le point fondamental. Alors il y a un autre truc, ça j'en parlerai, il y a des forces de rappel aussi qui sont extrêmement puissantes, qui s'appellent les rentes. Et nous sommes en train je suis désolé, de crever la gueule ouverte à cause de la défense des rentes de certains, qui ont été provoqués par le système qu'on a mis en place depuis 30, 40, 50 ans et qui a concentré de façon catastrophique la détention du capital, la détention du pouvoir, la détention du pouvoir d'influence. Et ces gens-là, dont on fait partie quelque part aussi, hein, et on fait partie des 1% les plus riches du monde probablement, nous et d'autres, nous n'avons que d'autres réflexes que de préserver un maximum la façon dont on fonctionne aujourd'hui parce qu'on a peur tout autant de savoir ce qui pourrait se passer. On a probablement certains ont une forme de cynisme. Donc ces deux obstacles-là, ils sont terribles. Et sincèrement, je n'ai pas la solution. Je pense qu'elle passe par tout ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le lâcher-prise, la reconnaissance des émotions, l'acceptation de l'inconnu. Et je trouve que, enfin moi, ce qui me porte dans une certaine forme d'optimisme, c'est qu'on est en train de réécrire un logiciel dont on a hérité des 50-60 dernières années, qui ne fonctionne plus, le logiciel de nos sociétés, le logiciel économique, macroéconomique. On ne sait pas du tout ce que sera le logiciel de demain. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il va falloir tout réinventer. Et moi, je trouve ça quand même hyper enthousiasmant de se dire qu'on a la capacité de créer sans limite. Parce qu'on en est là, on n'a plus le choix de toute façon. Il va falloir trouver des solutions coûte que coûte. Donc autant sortir complètement du cadre. Et il y a plein de choses dont on pourrait s'autoriser. Enfin, la dare en anglais, oser, c'est génial parce qu'en fait on a aujourd'hui l'autorisation d'oser parce que de toute façon on est tellement au pied du mur qu'on n'aura pas le choix. Et puis accessoirement, je trouve que le projet qu'on doit dessiner, qui est une réconciliation avec le vivant, un renforcement du vivre ensemble, en réalité il est plutôt enthousiasmant parce que quand on voit le point de départ, après c'est une affaire de perception pour le coup, mais on peut pas forcément tous reconnaître que le point de départ dans lequel on est aujourd'hui, ce soit le plus encourageant possible quand on voit le renfermement, l'incapacité à vivre ensemble. Et donc de se dire que finalement on va trouver des solutions pour aller vers quelque chose qui est plus enthousiasmant, c'est plutôt favorable. Après, comment, malheureusement, si je le savais, ça serait fait depuis longtemps. Juste, moi, ce que m'évoque votre intervention, monsieur, et puis ça complète un petit peu dans ma tête de béotienne ce que vous venez de dire, c'est quand même la première génération, la génération de nos enfants, qui a une espérance de vie inférieure à la nôtre, déjà. Et on ne peut pas y faire grand-chose, parce que même si on mange très bien, etc., dans nos pays développés et riches, c'est environnemental, hein, c'est partout, donc tout le monde est touché. Donc ça c'est la première très grande peur et moi je pense que la génération, moi je regarde mes enfants, l'angoisse qu'ils expriment est franchement très très angoissante. Et ça a un mot, ça s'appelle l'éco-anxiété en fait. L'éco-anxiété. Voilà. C'est une terminologie qui a été il y a 3 ans, c'est une maladie. Enfin, oui. En tout cas, mais je trouve ça c'est très très violent. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ce que vous décrivez, monsieur, pour moi, c'est une vision très européenne de nos pays, avec des moyens, avec des choix, etc. Là, j'ai été obligée, pour le travail, d'aller traîner mes guêtres au Brésil et en Afrique du Sud. J'aimerais vous dire que ça fait drôle. La notion d'inégalité, telle que nous, on l'entend ici dans nos pays, à côté, c'est rien du tout. Et on parle assez peu finalement proportionnellement à la problématique
des immigrations illégales qui arrivent en Italie tous les jours et des centaines de gens qui meurent tous les jours dans la Méditerranée. Et je pense que nous, on a un devoir, une responsabilité et dans notre intérêt égoïste et cynique aussi, intérêt à développer une autre économie, une autre façon de vivre et de travailler pour créer des conditions de vie qui soient acceptables au niveau mondial et pas seulement à la borne de notre pays, de notre ville, de notre quartier. Bien sûr, il faut commencer quelque part, hein, voilà, mais quand on voit les bidonvilles et ces immigrations de la faim et de la misère, je suis désolée, mais c'est trop petit, quoi. C'est trop petit. Et puis des trucs qui me révolutionnent aux États-Unis la semaine dernière, quelqu'un qui m'explique qu'il n'en a rien à foutre et que de toute façon, son 4x4 monstrueux, voilà. Alors, je vais reprendre la parole parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Merci. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout la peur qui m'anime, même si, oui, parfois, moi aussi, solastalgie, anxiété, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Mais moi, ce qui m'enthousiasme et ce qui, je pense, fait bouger les gens, c'est plutôt l'enthousiasme du vivant. et justement, de collectivement travailler à un autre mode de fonctionnement, parce qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement qu'on a, il nous emmène dans le mur. Et c'est pour ça, je pense qu'on a la thématique de la table ronde de ce soir, qu'on a besoin de leaders, de managers responsables qui ont du leadership, une vision pour porter ces transformations pour lesquelles il faut du courage et voilà toutes les qualités dont on a parlé pendant la table ronde. Et clairement, moi, quand j'ai fait le choix de quitter ce grand groupe du CAC 40, j'ai vu tellement de déperdition d'énergie, de burn-out, de bore-out, enfin on utilise tous les termes possibles, imaginables. Il y a je ne sais plus, j'ai entendu parler d'un chiffre aberrant de déconnexion au travail, enfin des gens qui sont présents au bureau mais qui font leurs courses sur Internet. Enfin, je me dis, mais comment on en est arrivé là, en fait? Et donc, moi, réinventer le système, remodeler le logiciel pour se reconnecter au vivant et à nous tous. Dans les pays pauvres, ça existe, en fait. Hein. Et c'est les pays riches qui polluent le plus. Donc, on a cette responsabilité de montrer qu'on peut trouver un équilibre raisonnable pour les générations futures. Et à mon sens, c'est nous... Alors, c'est mon côté française, européenne, mais la France est le pays des droits de l'homme, donc peut-être que voilà, si on porte un nouveau modèle de société, moi c'est mon utopie à moi et c'est ce qui me porte dans mes engagements. Et j'espère, mon espoir, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit convaincu de ça et qui ait l'énergie d'avancer, même si clairement c'est pas facile et ça va prendre du temps. Mais avec des managers responsables, on y arrivera. Et juste par rapport à l'éco-anxiété, notamment un des leviers, c'est l'action. Enfin, l'action permet justement aussi de se sentir en fait acteur. Et bon, Pierre Rabhi parlait de la part du colibri, mais effectivement, malgré tout, faire sa part fait que c'est de ne pas culpabiliser ou pas déresponsabiliser, mais c'est de faire ce qu'on peut. Ça rassure en fait. Donc, face à la peur de la mort, avoir confiance malgré tout dans l'action quotidienne de tous. En fait, moi j'en fais un levier d'action. C'est-à-dire que pourquoi on a peur de la mort? C'est parce que fondamentalement, on aime la vie en fait. Et en fait, c'est à ça que je cherche. Et quand on parle de reconnexion au vivant, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, parce que voilà, c'est des termes à la mode, mais quand on l'expérimente, on comprend. Mais juste refaire prendre conscience aux gens qui m'entourent à quel point ils aiment la vie, et que c'est la raison, effectivement, de leur peur, que... il y a certaines personnes pour qui la peur est mobilisatrice dans l'action, mais quand même pas la majorité. Et en fait, ce que je propose aux gens qui m'entourent, c'est de revenir à leur capacité d'action. C'est-à-dire que, moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans le facteur humain, j'ai témoigné pour ça à ProDurable, revenir à sa capacité d'action, sa sphère d'influence, ce sur quoi on est capable d'agir, avec plutôt une volonté avec de la joie, de l'enthousiasme, de l'espoir, avec une vision de
d'un futur souhaitable, désirable, donc de recréer du désir. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a la fresque des nouveaux récits, c'est comment on redonne envie, pour Stéphane, pour faire écho à ce que tu disais, comment on redonne envie, en reconnectant les gens à cet amour profond de la vie, de son prochain, etc. Et moi, en entreprise, j'ose parler d'amour. Non, mais c'est vraiment... Bon, on prend pour un extraterrestre, de toute façon, ça c'est déjà plié. Mais vraiment, enfin, il est bien question d'amour. Et dans l'entreprise familiale, je dirais, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, parce qu'ils voient évoluer une famille, des frères et sœurs, des cousins, des oncles, des tantes, etc. Et que ça touche tout le monde, parce que tout le monde a une famille en coulisses. Voilà, donc quelque part, ça, c'est quelque chose qui touche le cœur, qui ouvre le cœur. Et pour le coup, ok, on n'est pas obligé de s'aimer en entreprise, mais avoir de l'amour pour son prochain, au sens respect, au sens intention de faire, intention de faire grandir, etc. Et voilà, que mon message d'espoir, c'est ça, c'est reconnectez-vous à l'amour que vous avez pour la vie et en recentrant sur la capacité d'agir. Super, merci beaucoup Caroline. Je pense que l'heure est venue de conclure malheureusement ce débat passionnant. Je vous remercie tous les 5. Alors j'ai quand même une dernière question qu'on adore chez Réseau 137 et que je vais vous poser à tous les 5 et aussi à vous tous. C'est peut-être une réponse en une phrase ou un ou deux mots qui vous viennent comme ça. Que pouvons-nous apprendre de nos enfants ? Moi, je dirais l'émerveillement. Je trouve qu'une capacité des enfants à s'émerveiller de choses simples, je dirais ça. Je dirais l'insouciance. Moi, je dirais capacité d'adaptation. J'avais envie de dire la joie, mais en fait, moi, j'ai mes enfants qui sont inscrits au scout. Et quand je vois qu'ils partent dans le froid en week-end dans la forêt et qu'ils reviennent hyper enthousiastes, je me dis, en fait, on a juste besoin de ça. Et moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire, mais c'est probablement le jeu. C'est-à-dire que revenir au jeu... ma coach me disait, mais pourquoi tu ne prendrais pas tout ça comme un jeu, en fait ? Ah ouais, ouais, ce serait plus simple, en fait. Ludique et positif. Ouais, ludique, positif, où il y ait de la compétition, mais finalement, de l'enjeu, l'envie de gagner, recréer de la compétition, mais positive, le jeu. Qui veut s'exprimer dans la salle ? Tout le monde n'aura pas le droit de s'exprimer, on n'aura pas le temps, mais sinon vous pouvez partager entre vous après. Marina et Stéphanie. Leurs applications concrètes, je trouve que nos enfants nous apprennent beaucoup. Moi, régulièrement, ils me disent maman, attention à l'eau, maman, éteins les lumières. Je trouve qu'on devrait aussi les écouter à ce niveau-là. Ouais. Oui, moi, je suis absolument d'accord avec la dernière remarque. Les miens j'en ai 2 qui sont ados. Je dirais... de la part de ma fille, c'est l'envie de changer le monde. Et de la part de mon fils, c'est une autre vision du capitalisme. C'est assez incroyable, mais j'apprends beaucoup avec eux. Mélanie ? Alors moi, j'en ai pas, mais j'en côtoie. Et non, et du coup, je rebondis parce que c'est vraiment la capacité de remettre en question plein de choses. En fait, c'est et pourquoi, questionner. Et pourquoi, ouais, se questionner, la curiosité, questionnement. On part du principe que c'est comme ça, mais en fait, pourquoi ? Et on devrait le mettre dans... Enfin, ça s'applique sur tout ce qu'on fait dans notre quotidien, au travail, à la maison. Enfin, voilà, pourquoi on fait ça et pourquoi pas changer de manière de faire, en fait. Je trouve ça magnifique. Nathalie ? Alors moi, j'ai peut-être un extraterrestre, mais moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est quand on a des débats, des réflexions sur la société, il me dit « Mais arrête de réfléchir, agis !» Bien, je vous remercie tous. Je vous invite à